Vous ne le saviez peut-être pas, mais en 2003, Hironobu Sakaguchi, qui n'est autre que le créateur de la licence Final Fantasy, décide de quitter l'entreprise Square. Un an plus tard, il fondera son propre studio, Mistwalker. Pendant les 2 décennies suivantes, Square, devenu Square Enix, et Mistwalker prendront des directions différentes. Alors que le premier se spécialisera dans la création de RPG grand public, toujours plus coûteux et ambitieux, le second décidera de réduire la taille de ses équipes et de se concentrer sur des expériences plus niches et plus restreintes. En 2018, alors que rien ne semblait appeler à un retour aux sources, Sakaguchi est pris de nostalgie et initie le développement d'une suite spirituelle à Final Fantasy VI. Ce jeu prendra le nom évocateur de Fantasian et sortira en 2 parties sur l'Apple Arcade en 2021. Le projet a bénéficié d'une liberté créative totale, fait extrêmement rare dans l'industrie. Malheureusement, les revenus générés par le service Apple Arcade déclinant d'année en année, il risquait d'emporter Fantasian avec lui dans la tombe. Suite à un dîner entre Sakaguchi et Naoki Yoshida, le directeur et producteur du MMO Final Fantasy XIV, une surprenante collaboration a été établie pour la première fois entre Mistwalker et Square Enix. Celle-ci avait pour vocation de porter Fantasian sur console. Il faudra attendre le 5 décembre 2024 pour enfin poser les mains sur Fantasian Neo Dimension. Une version définitive, disposant de graphismes haute définition et enrichie de doublages anglais et japonais. Seul point noir, il n'y a pas de traduction française. Évidemment, j'y ai joué, et je mourrais d'envie de vous en parler. C'est l'occasion unique de se demander ensemble ce qu'aurait pu devenir Final Fantasy si son créateur initial était resté seul maître à bord. Je suis cinétique, et aujourd'hui je vais utiliser mon propre dispositif de téléportation afin de vous emmener dans l'univers de Fantasian. Avant d'entrer dans le vif du sujet, jetons un rapide coup d'œil aux équipes qui ont fait exister ce jeu. Sur la version Apple Arcade, on peut compter 235 personnes créditées. Parmi celles-ci, près de 70 personnes ne sont pas des professionnels du jeu vidéo, mais appartiennent au milieu des effets spéciaux pratiques. Ce sont des gens, souvent liés à l'industrie du cinéma, qui ont confectionné les maquettes ayant servi de support à la création des environnements de Fantasian. Nous reviendrons là-dessus dans quelques instants. Il reste donc environ 155 personnes ayant travaillé directement sur le jeu, ce qui est assez peu pour un RPG d'une 60aine d'heures. À titre de comparaison, c'est à peu près 3 fois moins qu'un jeu comme Octopath Traveler. Parmi les postes clés, nous retiendrons Sakaguchi en tant que producteur, Sao Nishikawa en tant que producteur assistant, seulement crédité sur Terra Battle, l'un des jeux précédents de Mistwalker, Takuto Nakamura, pour la première fois dans un rôle de directeur, et auparavant crédité en tant que programmeur sur des jeux tels que The Last Story, Terra Battle ou Balan Wonderworld. Jun Ikeda, pour la première fois dans un rôle de directeur artistique, auparavant designer 3D des arrière-plans de Persona 5 Royal, Manabu Kusunoki, en tant qu'auteur des concept art, ayant auparavant travaillé sur ceux de Blue Dragon et de Crimson Dragon, le type est visiblement fan de dragons. Et enfin, Takatoshi Goto, pour la première fois dans un rôle de chara designer, c'est-à-dire responsable de la conception des personnages, auparavant crédité en tant que graphic designer sur Terra Battle. Ce qui saute aux yeux, c'est la relative inexpérience de cette équipe. La plupart des personnes citées occupent ce poste pour la première fois, et ont été créditées sur très peu de projets. Nous pouvons donc présumer qu'il s'agit d'un jeu d'auteur, où la vision créative de Sakaguchi sous-tend la majorité des choix effectués. Mais ce que je n'ai pas encore mentionné, c'est qu'il y a tout de même une autre célébrité dans la bande, en la personne de Nobuo Uematsu, le compositeur historique de Final Fantasy, ayant officié sur pratiquement chaque opus. Ses compositions sont extrêmement variées, ont été écrites d'après le scénario, et sont pour la plupart centrées autour de la notion d'espoir. D'ailleurs, c'est le merveilleux thème principal que vous entendez en ce moment même. Le plus évident quand on parle de Fantasian, c'est sa plastique. La quasi-intégralité des décors du jeu sont des photographies de dioramas. Un diorama, c'est une représentation 3D miniature d'un environnement avec une grande richesse de détails. On obtient un rendu des textures et des couleurs
proche de la réalité, en utilisant de véritables matériaux et objets, comme des végétaux séchés, des structures en argile ou différents tissus. C'est une esthétique avec laquelle Mistwalker avait déjà pu se familiariser dans son précédent jeu, Terra Battle. Près d'une dizaine de boîtes différentes ont bossé sur ces dioramas, et, anecdote incroyable, Akira Toriyama, l'auteur de Dragon Ball, en a même réalisé un sous pseudonyme. Les compositions sont splendides, et cela confère à l'ensemble beaucoup de charme et d'authenticité. Ce choix contribue aussi grandement à l'esprit d'évasion et de découverte propre au JRPG. Et puis surtout, comment ne pas tomber par terre en voyant l'intérieur d'une maison aussi mignonne? Regardez-moi ces petits meubles hyper trognons. Étant donné qu'il s'agit de photos et non de véritables modélisations numériques, chaque espace est découpé en différents plans fixes, à la manière d'un Resident Evil. Je présume que la simplicité des cartes découle aussi de ce choix. Le level design est rarement plus complexe qu'un chemin critique et quelques chemins annexes, au bout desquels se trouvent des coffres. Les personnages, quant à eux, sont des modèles 3D tout à fait classiques. Leur peau dispose tout de même d'un aspect cireux, afin d'évoquer des poupées. Mais l'un des partis pris est de ne pas chercher à créer une cohérence visuelle à tout prix entre les lieux et ces derniers. Ainsi, on n'oublie jamais qu'il s'agit de maquettes, et le fait de voir des avatars numériques les parcourir crée un sentiment d'étrangeté. Je soupçonne que l'objectif était de créer une sorte de fascination, et en ce qui me concerne, c'est une réussite. Cela fait maintenant plusieurs minutes que je vous parle de Fantasian, mais pourtant vous n'avez toujours aucune idée de ce que le jeu raconte. Il est temps d'y remédier. Vous contrôlez Léo, un jeune homme devenu amnésique après avoir pénétré un univers parallèle appelé le monde des machines. En revenant sur Terre, vous chercherez à recouvrir vos souvenirs. Votre seule piste consiste à vous rendre dans vos différents ateliers. Sur la route, vous rencontrerez vos futurs compagnons. L'aventure atteint un premier climax au bout d'une vingtaine d'heures, alors que votre équipe est séparée et que vous découvrez enfin ce qui se trame dans cet univers. C'est la fin de la première partie. Dans la seconde, bien plus longue, vous tenterez de rassembler votre équipe, puis vous irez au bout de l'arc narratif de chacun de ses membres. Enfin, comme dans tout bon JRPG qui se respecte, vous devrez vaincre une divinité maléfique. Ce scénario est extrêmement convenu, et il ne décolle jamais véritablement. Fantasian tente d'épaissir son univers par le biais de courtes nouvelles, une technique déjà employée dans Lost Odyssey, mais celles-ci ne sont pas particulièrement remarquables. Vous l'avez compris, je ne trouve pas le scénario ni même la narration très intéressant, et je ne tiens donc pas à m'attarder dessus. Ça me fait mal de le dire, mais on est vraiment sur du Chrono Trigger en moins bien. En revanche, ce qui me fait nettement plus vibrer, ce sont les systèmes de jeu, donc allons-y tout de go. Fantasian s'inscrit dans la continuité des JRPG au tour par tour des années 90 et en reprend un certain nombre de conventions. Parmi celles-ci, il choisit de garder le concept discutable de rencontre aléatoire. Après un certain nombre de pas, un combat se lance automatiquement contre des adversaires choisis plus ou moins aléatoirement. C'est une convention considérée comme pénible par beaucoup de joueurs. Elle est liée à des contraintes techniques de l'époque, où l'on ne pouvait pas décemment afficher tous les monstres à l'écran. De fait, son usage en 2021 relève surtout du fétichisme et de la nostalgie. Même une série comme Dragon Quest, qui semble parfois figée dans le temps, a décidé de s'en débarrasser. Le principal défaut des rencontres aléatoires réside dans le fait qu'elles empêchent une exploration fluide des différentes zones, les ponctuant par des combats incessants qui relèvent surtout de la formalité. Fantasian semble conscient de ce problème et souhaite y apporter une réponse via le Dimension. Il s'agit d'un téléporteur qui vous permet d'expédier les monstres rencontrés dans une dimension de poche. Une fois atteint le palier maximum, 30 en début de jeu, vous pouvez vous rendre vous aussi dans cette dimension et affronter tous les monstres dans une seule et même rencontre. C'est une idée qui a été globalement saluée par la critique. Mais à mon sens, c'est une fausse bonne idée. Le Dimension fluidifie bel et bien l'exploration, mais en contrepartie, vous devez vous astreindre à de longues séances d'abattage à la chaîne, à raison de 1 ou 2 fois par carte. C'est tout aussi fastidieux, et en plus vous ne profitez que très peu des dioramas, car les combats dans le Dimension se déroulent sur un arrière-plan générique. Le système de combat est lui aussi extrêmement classique. Vous disposez de 3 personnages sur le terrain, vous avez accès à une attaque automatique, à une garde, aux objets, et à des attaques spéciales. Ces dernières consomment des MP, une ressource limitée qui ne se restaure pas d'elle-même entre les combats. Au fur et à mesure de vos actions, une unique jauge se remplit, permettant d'employer l'attaque ultime
de l'un des membres de votre groupe, à la manière du Limit Break de Final Fantasy VII. L'originalité de Fantasian est dans la façon dont vous pouvez choisir la direction de vos attaques linéaires ou sélectionner le périmètre atteint par vos attaques de zone. C'est un système à l'origine prévu pour les écrans tactiles. On en vient assez vite à chercher quelle peut être la meilleure trajectoire pour chacune de nos techniques. C'est une mécanique agréable, exploitée durant la totalité du jeu, notamment à travers des ennemis qui bloquent les attaques perçantes. Si le système de combat semble assez simple au premier abord, Fantasian décide de le pousser dans ses retranchements via de très nombreux affrontements contre des boss. Le premier segment du jeu est très linéaire, à la manière d'un Final Fantasy XIII. Cela permet aux développeurs de contrôler les ressources et la progression du joueur, afin de proposer des batailles sur mesure, où la difficulté est parfaitement dosée. Chacune fonctionne comme une énigme à résoudre, où vous devez identifier les faiblesses de l'adversaire, tout en exploitant au mieux les mécaniques propres à votre équipe, qui est alors imposée. Prenons l'exemple du Lyranodon. Vous êtes au bord d'une falaise, face à une sorte de ptérodactyle sous stéroïdes. Celui-ci invoque de petites saloperies volantes, qui serviront de batterie à son attaque la plus dangereuse. Il ne suffit que de 4 attaques de ces petites saloperies pour que le ptérodactyle utilise sa tempête de foudre, et vous fasse reculer. S'il utilise cette attaque à plusieurs reprises, vous allez chuter dans le vide, et c'est rideau, fin de la partie. La stratégie gagnante consiste donc à utiliser Ziniker comme tank pour monopoliser l'agressivité des petites saloperies, à les décimer grâce aux attaques de zone de Hez, et à faire le maximum de dégâts mono-cibles sur le piaf préhistorique avec Léo. Tous les affrontements de cette première partie sont sensiblement du même tonneau. C'est très bien pensé, et la courbe d'apprentissage est satisfaisante. La seconde partie, elle, tient à vous faire cracher du sang. La courbe de difficulté explose. Les combats de boss deviennent particulièrement longs, ce qui est hallucinant pour un jeu initialement prévu sur mobile, et sont presque pensés comme un die and retry. Vous êtes obligé de regarder votre équipe mourir plusieurs fois, afin d'espérer comprendre les attaques de l'ennemi, et trouver une stratégie efficace à mettre en place. Cela devient absolument nécessaire que d'optimiser chaque détail, et vous devez donc trouver la composition d'équipe idéale pour chaque adversaire, aller chercher les bons talents pour chaque personnage sur leur arbre de compétences respectifs, désormais débloqués, et les équiper avec les objets les plus pertinents dans ce cas précis. Fantasian n'attend pas de vous d'être créatif. Il y a une stratégie optimale, et il faut la mettre en place. Les options de personnalisation n'ont pour objectif que de vous faire théoriser sur laquelle est la plus efficiente. Autrement dit, il s'agit de résoudre un puzzle avec une exécution quasi parfaite. Et si jamais vous espérez pouvoir passer au travers de ces murs de difficulté en allant accumuler de l'expérience, eh bien sachez que le jeu tient à réduire vos espoirs à néant. En effet, vous ne pouvez pas grinder les niveaux, parce que l'expérience gagnée devient négligeable une fois un palier atteint. Faisons un rapide tour des personnages, qui sont bien évidemment tous indispensables, et de leurs spécificités, afin de comprendre le degré d'investissement que demande ce jeu de con. Léo est un attaquant polyvalent, c'est-à-dire aussi un soigneur, un soutien et un tank, spécialisé dans les attaques de feu, mais qui peut également employer des attaques de foudre. Kina est une pure soigneuse. C'est la seule à n'avoir pratiquement qu'un seul rôle. Cheryl est une brute épaisse, spécialisée dans les attaques de glace, compétente à la fois en multi-cible et en mono-cible, et qui peut même diminuer les caractéristiques des ennemis. Prickle est un soutien polyvalent, c'est-à-dire aussi un soigneur et un attaquant, spécialisé dans les barrières protectrices et les attaques de foudre. Ziniker est le seul tank du jeu, et il dispose aussi d'un rôle de soutien, capable d'améliorer les caractéristiques des alliés et de diminuer celles des adversaires. Hez est le personnage le plus original dans ses mécaniques. C'est un jeune ingénieur qui utilise les objets de votre inventaire, plutôt que les traditionnels MP, afin de déployer différentes inventions en combat. Il peut élaborer des bombes faisant les dégâts élémentaires de chaque type, mais est aussi capable de soigner et d'améliorer les caractéristiques de votre équipe. C'est également le personnage le plus rapide du jeu, avec une compétence ultime, permettant d'ajouter des tours de jeu. Tan est une brute encore plus épaisse que Cheryl. C'est un pur attaquant, avec des dégâts monstrueux en mono-cible, mais qui doit sacrifier ses propres points de vie, le rendant assez dangereux à jouer. Enfin, Valrika est une mage spécialisée dans les attaques de ténèbres, mais aussi capable de soigner votre équipe, et surtout d'altérer vos adversaires, tout en diminuant leurs caractéristiques. Admettons que vous maîtrisez désormais sur le bout des doigts les forces et faiblesses de votre team. Allons donc nous frotter à un boss. Je vous présente Cerberona et Fenica. Ce sont deux robots qui servent de système de défense après avoir activé une alarme. La particularité de cet affrontement, c'est qu'ils ne cessent d'échanger leur position, l'un face à nous et l'autre en retrait. Fenica, le serpent avec des ailes, va augmenter de façon conséquente
l'attaque et la défense de son petit pote Cerberona, et va aussi déployer une barrière. Si vous l'attaquez, ou si vous diminuez son attaque et sa défense, il vous rend l'appareil en contre-attaquant ou en diminuant vos propres statistiques. Quant à Cerberona, le clébard robotique, il utilise principalement des attaques physiques. Il dispose de puissantes attaques mono-cibles et multi-cibles, mais peut aussi infliger l'effet de statut brouillard, ce qui vous fera rater la plupart de vos actions. La stratégie gagnante consiste donc à ignorer le quadrupède et à oblitérer le piaf. Déjà, si vous avez utilisé la compétence Analyse, vous savez qu'il détient moins de PV que son acolyte. Mais surtout, le changement de position entre les deux bêtes survient après un certain montant de dégâts infligés. Après avoir changé de place, Cerberona va préparer une puissante attaque qu'il déchaînera une fois revenu en position frontale. Et comme si ce n'était pas suffisant, cette attaque va déclencher un soin massif pour les deux compères. Évidemment, c'est quelque chose que l'on souhaite éviter à tout prix. La composition d'équipe idéale compte vos deux meilleurs attaquants mono-cibles, et avec votre troisième personnage, il sera nécessaire de constamment augmenter leur défense, de les soigner, et de prier tous les dieux pour que Fenica finisse par tomber. Il ne restera alors qu'un piteux Cerberona à étaler. Ça ne vous a peut-être pas paru aussi difficile que je l'expliquais il y a quelques minutes, mais il s'agit en réalité de l'un des combats les plus simples. Pourtant, rien que pour comprendre ce que je viens d'expliquer, vous avez à coup sûr perdu face à une ou plusieurs des attaques chargées de Cerberona. Dites-vous que le niveau d'exigence est tellement élevé que Square Enix a forcé Mistwalker à ajouter un mode de difficulté normal. Certains boss requièrent que vous ayez équipé un objet qui contre l'effet de statut ou les dégâts élémentaires infligés. Vous devez mourir pour le savoir. C'est la folie. On est dans Dark Souls ou quoi? Parmi le panthéon des boss qui hantent encore mes cauchemars, je citerai le Chaos Basilisque, un amphibien dégueulasse qui, une fois descendu à la moitié de ses PV, lance le sort World of Death. Bravo, vous êtes désormais affligé du statut Malédiction, ce qui signifie que vous ne pouvez ni vous soigner, ni augmenter vos caractéristiques, ni même restaurer vos MP. Ce petit con gagne également l'accès à Dester, une capacité qui va tout simplement tuer l'un de vos personnages. La seule stratégie valable consiste donc à s'équiper d'objets, empêchant le statut Malédiction. Eternal Holy, un ennemi déjà très redoutable, mais qui se paye le luxe d'appeler son pote Eternal Darkness une fois à 50% de ses PV. Ces deux joyeux lurons vont vous massacrer si vous n'avez pas préalablement équipé deux trios différents avec les bons équipements contrant leurs dégâts élémentaires respectifs. Et enfin, Omega, dont le simple nom me fait encore suer à grosses gouttes. Il utilise 11 attaques différentes, ce qui est juste déconnant, et il est relié à plusieurs dispositifs, accroissant sa puissance déjà colossale. Il faut absolument détruire les dispositifs au fur et à mesure qu'ils réapparaissent, avoir les bons objets équipés pour limiter les dégâts reçus, tout en lui assénant suffisamment de dégâts et en attrapant une grosse mouche avec une paire de baguettes chinoises. N'espérez même pas le vaincre si vous n'avez pas plusieurs niveaux d'avance, une équipe extrêmement affûtée disposant de toutes les améliorations de statut existantes, et une exécution parfaite. Ce boss a été créé dans le simple but de vous humilier et de vous faire perdre goût aux jeux vidéo. En fait, tout cela m'évoque deux choses différentes. La première, c'est qu'en tant qu'amateur à la fois de JRPG et de challenge, je suis ravi qu'un tel jeu existe. La seconde, c'est que j'estime le boss design bien trop cruel. Ça me semble fondamentalement désagréable que de canner après 20 longues minutes de combat, car nous n'avions pas encore accès à une information déterminante. Ceci dit, je reconnais que c'est une philosophie de design valable, bien que frustrante, et que mes goûts n'engagent que moi. Bon. Fantasian est une proposition étonnante. C'est un jeu avec une esthétique innovante, mais dont la structure même et la plupart des mécaniques accusent l'orage. Conscient de ce dernier point, Sakaguchi a tenté d'y poser un regard moderne. Parfois cela fonctionne, et cela crée des systèmes de jeu intuitifs et engageants, comme le fait de pouvoir viser lorsqu'on emploie une technique. Mais parfois, cela remplace un problème par un autre, à l'image des combats inintéressants du Dimension. Le plus grand succès de cette formule, ce sont les nombreux affrontements contre des boss, toujours extrêmement bien élaborés. Ceci dit, pour les apprécier à leur juste valeur, il faut être capable de beaucoup s'investir, de tolérer une courbe de difficulté délirante, et de ne pas être frustré à l'idée de mourir à répétition face à des attaques parfois injustes.
J'aimerais vraiment pouvoir recommander Fantasian sans aucune retenue, mais je pense plutôt qu'il vaut mieux savoir dans quoi on s'engage. C'était important pour moi de parler de ce jeu, car il n'a pratiquement pas été médiatisé. Cette vidéo, c'était aussi l'occasion d'affirmer l'un des objectifs de cette chaîne. Je souhaite aborder des œuvres relativement niches, mais tenter de susciter l'intérêt d'un public plus large, en les rendant accessibles. J'ai la nostalgie d'un YouTube où les créateurs étaient bien moins spécialisés dans des marchés identifiés, et où beaucoup d'entre eux parlaient avec une certaine naïveté des sujets qui les faisaient vibrer. Vous l'avez compris, c'est l'aspiration de cette chaîne, et je vais travailler en ce sens. D'ici là, prenez soin de vous, c'était Cinétique.